Merci aux organisateurs à la ville de Paris, aux organisateurs de la commission e-santé. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de la télémédecine. Voilà, on a parlé de transfert. Alors, quid du transfert dans la télémédecine? Je ne sais pas si j'aurai la réponse et on verra si vous posez des questions là-dessus. Mais en tout cas, la télémédecine est à notre portée et il y a des enjeux, en tout cas dans le champ de la prise en charge des troubles du spectre de l'autisme. Et le GHU porte un projet qui s'appelle Prométhède et qui accompagne les enfants et les adolescents présentant un autisme ou un trouble du spectre de l'autisme, mais qui sont accompagnés dans des structures médico-sociales. Alors, je fais un pas de côté sur la télémédecine en vous parlant juste un peu de l'autisme. L'autisme, c'est environ en France 700 000 personnes. C'est un trouble du neurodéveloppement et les personnes avec autisme présentent des difficultés, vous le savez, ou je le rappelle en tout cas, de la communication, des interactions sociales et présentent parfois des intérêts assez restreints, voire des stéréotypies. Et donc pour ces personnes, de l'enfance, je dirais, à l'âge adulte, il y a déjà des moyens au niveau de la e-santé qui sont proposés, ils sont un peu présentés ici, enfin il n'y a pas... c'est pas exhaustif, mais en tout cas on peut faire du repérage. Et vous voyez ici, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps qu'il y a un programme qui va débuter à partir de janvier 2019 qui s'appelle EarlyBot, qui est un chatbot qui va repérer pour les enfants qui sont en crèche les anomalies, les atypicités du langage qui pourraient faire suspecter un autisme et donc accélérer les prises en charge. Il y a aussi des petits robots, vous les voyez, d'une façon générale, qui sont des outils pour accompagner les enfants et adolescents avec autisme. Il y a aussi les montres connectées qui aident à planifier les activités de ces personnes parce qu'elles ont des difficultés dans l'organisation de leur journée, avec des difficultés parfois dans ce qu'on appelle la planification. Un outil un peu extraordinaire qui s'appelle la Blue Room, qui est issu de l'université de Newcastle. Et en fait, c'est une salle où il y a une projection, vous voyez en direct, d'un environnement urbain pour familiariser le jeune avec autisme à cet environnement urbain auquel il va être peut-être confronté de façon nouvelle, c'est-à-dire apprendre un nouveau trajet, aller à l'école, aller à son travail avec un nouveau trajet. Et ça, c'est un élément... C'est un outil assez extraordinaire. Et enfin, la télémédecine, alors on ne voit pas très bien, je suis désolée pour ceux qui sont au fond. On voit surtout que mon bureau est en fouillis sur cette photo, mais en tout cas, la télémédecine, c'est aussi faire de l'évaluation. Alors c'est vrai, avec l'intermédiaire d'un écran, mais dans des conditions qui peuvent être simples, à l'hôpital, dans un bureau médical, avec une petite caméra. Donc voilà les outils à disposition pour l'autisme. Alors la télémédecine, pourquoi essentiellement l'OMS, bien sûr, prône le développement de la télémédecine en raison de l'éloignement géographique de certaines des personnes avec des centres cliniques spécialisés dans l'autisme, en psychiatrie, etc. Donc, effectivement, la télémédecine va servir à dépasser les barrières géographiques. Et l'idée, vraiment, c'est d'accompagner et de suivre l'évolution des personnes qui vont avoir recours à la télémédecine. Une petite définition, on demande souvent qu'est-ce que c'est que la téléconsultation, la téléexpertise. Il y a différents modes. C'est vrai, pardon, je suis en même temps. Il y a différents modes d'exercice de la télémédecine, pas seulement dans le champ de l'autisme. Il y a la téléconsultation qui consiste en des visioconférences en présence du patient. Il y a un médecin d'un côté, il n'est pas obligatoire qu'il y ait un médecin de l'autre côté, mais il peut y avoir un professionnel de santé qui accompagne la personne avec autisme ou la famille de l'enfant avec autisme dans la mesure où elle a donné son consentement. La téléexpertise qui est l'échange d'informations d'experts, entre guillemets, voilà, dans le champ de l'autisme éventuellement ou autre, et c'est une mutualisation des savoirs médicaux dans ce cas-là. Il y a aussi de la télésurveillance, ça concerne moins la télépsychiatrie, la psychiatrie d'une façon générale. On peut surveiller un index de glycémie, vous savez, à distance, un rythme cardiaque à distance, etc. Donc il y a vraiment différents moyens, différentes façons d'exercer la télémédecine. Et dans ma pratique, en tout cas avec les enfants et adolescents avec autisme, on exerce avec des visioconférences. La télémédecine en psychiatrie, ça existe depuis longtemps.
On n'est pas encore à un siècle, on est à un demi-siècle, mais finalement, vous voyez qu'elle est née dans les grands continents nord-américains, essentiellement, et pourtant, je dirais qu'en 2020, il n'y a pas encore, finalement, tant que ça, de programmes de télémédecine qui soient déployés, y compris dans ces grandes contrées où l'éloignement géographique et où la barrière de la distance aurait pu faire penser qu'on pouvait développer tous ces programmes. Donc il y a encore des freins au développement de la télémédecine et de la télépsychiatrie, probablement encore des freins que j'appellerais idéologiques, mais pas quand elle est en psychiatrie, hein, ça peut exister aussi dans les activités médicales. Il y a des freins probablement technologiques, et en tout cas on a été nous-mêmes confrontés avec le programme que nous avons développer, c'est-à-dire que pour faire de la télémédecine, il faut quand même avoir un bon réseau. Et si vous n'avez pas un bon réseau numérique, voire pas du tout de réseau numérique, vous ne pourrez pas faire de télémédecine. Alors, Pierre Simon, qui a écrit l'ouvrage, qui a écrit l'ouvrage ici, qui est présenté ici, dit que l'on peut avoir recours maintenant, grâce aux satellites, à la télémédecine et en faire partout, y compris en forêt amazonienne, mais enfin, quand même, c'est un peu compliqué à mettre en place. Donc il y a beaucoup de programmes, il y a des programmes en psychiatrie de l'enfant qui sont développés, et les programmes qui existent sont développés essentiellement autour actuellement des approches éducatives, cognitives et comportementales. Bien sûr, il y a aussi des approches avec des psychothérapies d'inspiration analytique, mais en tout cas, les études qui montrent ou l'efficacité ou l'intérêt de ces approches en télémédecine concernent essentiellement les approches éducatives et cognitivo-comportementales. Donc, la psychiatrie, la télépsychiatrie chez l'enfant et l'adolescent, vous voyez, elle date de 1970, et actuellement, finalement, au niveau national, au niveau du territoire national, il n'y a que quelques programmes de télépsychiatrie qui existent. Je dois même dire qu'il est compliqué, même pour moi, de savoir quels sont les autres professionnels qui font de la télépsychiatrie, y compris dans le champ de l'autisme, parce qu'il n'y a pas, je dirais, de réseau qui réunit, en tout cas au niveau des services publics, les professionnels qui réalisent la télémédecine. Alors, dans le champ de l'autisme, on a développé donc ce programme qui s'appelle Prométhède, qui signifie Programme médical de téléconsultation pour les enfants et troubles envahissants du développement. Troubles envahissants du développement fait référence à la classification de l'OMS, sinon on pourrait dire aussi troubles du spectre de l'autisme. Et vous voyez sur cette photo, excusez-moi pour le décalage, c'est comme en télémédecine, hein. Des fois il y a un décalage entre l'image et le son, ben là je vous impose la même chose, on y excuserait. Et en tout cas, vous voyez sur ces images l'équipe, donc le dispositif dans les structures médico-sociales. Voilà, donc les structures médico-sociales avec lesquelles on participe, qui participent au projet, ont aménagé des salles spéciales pour réaliser la télémédecine. Donc il n'y a pas besoin beaucoup, je dirais, de matériel. Enfin, c'est assez simple, ça ne coûte pas très cher. Et en tout cas, la salle en elle-même peut être une salle qui est utile dans le quotidien pour les structures médico-sociales. Et par exemple, celle-ci, on a aménagé finalement la télé que vous ne voyez pas bien ici, face au canapé qui est ici où sont installées les familles, dans ce qui est l'appartement thérapeutique, entre guillemets, de cette structure médico-sociale. Enfin, je dis appartement thérapeutique, c'est une structure qui a aménagé son établissement avec une reproduction d'un appartement pour entraîner les personnes, les enfants et adolescents avec autisme au quotidien de la vie dans un appartement. Et sur cette image, vous avez donc la psychologue qui participe avec moi au programme et qui fait les évaluations pour les enfants et adolescents avec autisme. Vous avez ici une équipe, un médecin, une psychologue, une infirmière d'une structure médico-sociale qui ont accepté de se faire photographier. Alors, ce que l'on fait dans ce programme, en fait, on fait de l'évaluation essentiellement, et on fait de l'évaluation diagnostique, même si le diagnostic n'est pas effectivement inconnu de la famille, mais parfois il y a eu une évolution dans le diagnostic et on fait des évaluations et des entretiens diagnostiques structurés, on fait de l'observation clinique, on observe le comportement des enfants grâce à la visioconférence, via la caméra,
on évalue le parcours de santé médicale des enfants et parfois on se rend compte qu'effectivement les enfants ne sont pas accompagnés suffisamment, parfois, en tout cas dans le domaine somatique, il y a de la complexité somatique souvent associée aux troubles du spectre de l'autisme. Et en tout cas, dans ce programme, nous avons aussi réalisé des évaluations complémentaires de l'adaptation des enfants et des adolescents avec autisme, avec des outils spécialisés, comme par exemple l'échelle de Vineland, qui est une échelle d'adaptation. Ceci afin de compléter le dossier MDPH de ces enfants pour marquer un peu l'évolution et pouvoir ensuite les aider à trouver une structure d'accueil lorsqu'ils quitteront la structure où ils sont pris en charge au moment où on les voit. Donc ils ont jusqu'à 12 ans, là, actuellement, ce que l'on voit en visioconférence. Et en tout cas, cela permet de compléter le bilan pour le dossier MDPH et améliorer le parcours d'orientation de ces enfants, ce qui peut être toujours un peu compliqué. Alors, quelques chiffres, effectivement, sur l'intérêt. Alors, quand ce programme, j'ai omis de le dire, et je m'en excuse, a été promu par l'ARS et a été initié grâce à un financement par le FIR pour démarrer ce programme. Et un des objectifs, c'était l'amélioration de la prise en charge des personnes avec autisme au sein des structures médico-sociales. Et un des principaux objectifs, je dirais, c'était de diminuer les parcours et les trajets d'une structure à l'autre, d'éviter les hospitalisations d'urgence, et nous devions aussi évaluer ça. Nous n'avons pas pu le faire sur un plan médico-économique, bien qu'on soit accompagné par une unité de recherche clinique de l'URCECO, du professeur Durand-Zaleski, pour des raisons de recueil des données. Ça a été extrêmement compliqué de partager avec les structures médico-sociales ce projet de recherche qui n'avait peut-être pas le temps, la disponibilité ou la culture de recherche que nous pouvions espérer partager avec eux. Et donc, l'étude n'a pas pu mettre en évidence un intérêt, en tout cas, économique, médico-économique, à la réalisation de la télémédecine avec ces enfants et ces adolescents. Toutefois, elle a permis de montrer que nous pouvions utiliser des outils standardisés dans l'autisme, y compris par visioconférence, que les parents étaient satisfaits de ces téléconsultations et que les dossiers, vous le voyez ici, pouvaient être complétés, notamment au niveau médical. On pouvait accompagner les prescriptions médicamenteuses quand elles existaient, donner des conseils, notamment sur le trouble du comportement, et surtout repérer un grand nombre de problématiques somatiques associées aux troubles de l'autisme, les problèmes de sommeil, les problèmes d'alimentation, les problèmes gastroentérologiques. Il y a beaucoup de difficultés pour ces enfants-là qui sont associés, et c'était l'idée de les orienter aussi vers les structures d'évaluation somatique qui pourraient les aider de façon plus complète et pas seulement être dans le cadre éducatif de la structure médico-sociale. Les limites de cette pratique, que j'adore, hein, pour tout vous dire, en fait, ça a été vraiment un challenge et un défi de faire de cette nouvelle façon d'interagir, ce nouveau colloque singulier avec les familles. En fait, je l'ai beaucoup aimé parce que finalement, vu que ce soit à distance, la visioconférence abolit les distances. Parce que moi, en tant que médecin, dans mon bureau, eh ben, je n'impose pas à la famille un déplacement qui lui coûte beaucoup d'énergie. Je ne lui impose pas mon environnement bureau où moi, je suis en position un peu de supériorité, entre guillemets. Ces personnes restent dans leur environnement, l'environnement de la structure médico-sociale qu'ils connaissent bien, entourés des professionnels qu'ils connaissent bien. Et les familles sont vraiment beaucoup plus à l'aise dans les entretiens, parfois, que dans le face-à-face. Alors certaines réclament le face-à-face et viennent nous voir quand même, en dépit de la réalisation de télémédecine, mais en général, elles sont vraiment très contentes de cet exercice, très surprises d'ailleurs d'être satisfaites de cette pratique. Alors les limites, et je vais aller vite parce que je crois que je suis en retard, je ne vais pas regarder l'heure non plus. Il faut se familiariser avec l'outil technologique, c'est quand même un effort, et peut-être encore que dans certaines structures, y compris hospitalières ou services, il faut que les personnes soient entraînées, vraiment très familières avec cet outil-là pour être à l'aise. Il y a quand même, parfois, je m'excuse Stéphane, mais il y a encore des bugs de temps en temps qui font que ça rend difficile l'exercice. Le face-à-face reste très, très important, bien entendu. On peut imaginer quand même qu'on ne peut pas faire de médecine qu'à travers un écran.
quoique pour certaines familles, je pense que c'est quand même possible. Et puis surtout, il faut penser que la télémédecine, il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton pour que ça marche. Non, c'est toute une organisation, donc c'est une rupture d'organisation. Et donc, il faut réorganiser un service, il faut réorganiser sa pratique médicale, et donc ça demande beaucoup d'efforts pour l'équipe qui porte un projet de télémédecine. Enfin, les perspectives que moi je vois, en tout cas que nous voyons avec notre équipe, c'est qu'on peut faire des évaluations, on peut repérer probablement précocement via cet outil des signes mineurs de troubles du spectre de l'autisme. On peut imaginer qu'on peut faire quelques consultations en vidéoconférence pour après adresser vraiment un centre de diagnostic autisme. Je vois aussi un avantage fort sur la téléformation des équipes, des structures médico-sociales qui, en nous entendant poser nos questions et nous intéresser aux différents domaines qui sont altérés dans le trouble du spectre de l'autisme, les équipes apprennent aussi. Il y a quelque chose d'apprenant dans ces visioconférences pour les équipes. Et enfin, il faut optimiser l'organisation. Apprendre à optimiser l'organisation pour mieux déployer, parce que je vous ai dit, il y a encore peu de programmes, il faut tout redéfinir. On a travaillé actuellement avec des étudiants d'école des mines, des ingénieurs d'école des mines pour optimiser le parcours, voir le déploiement de cette pratique, et il nous a semblé important, il leur semble déjà important, il faut bien cibler les partenaires. Il faut faciliter l'accès vraiment aux familles elles-mêmes, et peut-être que le jour où les familles pourront appuyer elles-mêmes sur le bouton pour se connecter avec le centre de diagnostic, ce sera formidable, et ça, ce sera la vraie révolution. Il faut optimiser les ressources techniques, il faut instaurer une routine. Je crois que pour bien faire de la télémédecine, il faut en faire régulièrement, et donc ça veut dire qu'il faut arriver à le déployer et que ça devienne une philosophie. Tout à fait la même philosophie que celle présentée par Mme Fleury tout à l'heure, mais il faut vraiment que ça soit une pratique instaurée dans les établissements, et définir un mode de gestion au sein même d'un établissement. Ça ne peut pas être une petite activité ponctuelle, ça doit réunir plusieurs types de professionnels qui sont, vous l'avez bien entendu, les médecins, les responsables du système d'information de l'hôpital, et puis les responsables des structures médico-sociales. Je vous remercie de votre attention, je m'excuse pour le décalage numérique, et je cite ici les membres des équipes qui participent au projet Promenade. Il n'y a pas que le centre de diagnostic de l'autisme de Sainte-Anne, il y a aussi des professionnels du centre de diagnostic de Versailles, Stéphane Pierrefitte et ses collaborateurs, les IME, et aussi le groupe Cézanne qui nous accompagne pour la plateforme de télémédecine, ainsi que l'ARS Île-de-France qui a accompagné financièrement le début du projet. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Donc, je vous propose de passer à une deuxième présentation. Bonjour à tous, je m'appelle Chloé Lucet, je suis médecin psychiatre addictologue à l'hôpital Sainte-Anne. Et bonjour à tous, Morgane Caron, moi je suis développeur et indépendant, et nous travaillons tous les deux avec une grande équipe sur le projet Phoenix. Donc Phoenix, qui est une application smartphone d'aide à la prise en charge du craving dans les addictions. Alors, pour vous présenter un peu ce qu'est Phoenix, on va discuter un petit peu de la clinique des patients addicts. Moi, je suis beaucoup de patients en consultation qui ont des problématiques de substances très différentes, cannabis, alcool, tabac, etc. Et on s'est rendu compte avec mon équipe que la principale problématique, et c'est une problématique qui est reconnue aussi dans le milieu de l'addictologie, est la problématique du craving, donc cette envie irrépressible de consommer que les patients ont quand ils se sèvrent ou même quand ils consomment toujours. C'est un phénomène qui est égodystémique, qui est assez gênant pour les patients, qui est involontaire, et c'est vraiment devenu une cible thérapeutique importante, autant pour les médicaments que pour les stratégies de cognitives et comportementales en consultation. Alors l'idée en fait c'est qu'on a créé donc une application smartphone qui va aider à gérer ce craving et qui va être utilisée entre deux consultations par le patient. Donc sa cible principale c'est vraiment la gestion du craving, elle est transproduit puisque le craving existe dans tous les troubles addictifs. Elle va accompagner en temps réel le patient, c'est une sorte de petit soignant dans la poche, et elle est basée entre autres sur des principes de thérapie cognitive et comportementale qui sont des principes qui sont validés dans la prise en charge des troubles addictifs. Et cette application, par rapport à d'autres applications qui existent sur le marché, a l'avantage de s'adapter aux patients. D'une part parce qu'elle est intégrée dans la relation thérapeutique, et d'autre part car des algorithmes d'apprentissage automatique, de machine learning,
viennent améliorer l'efficacité de l'application au fur et à mesure de son utilisation. Donc très concrètement, Phoenix l'utilise lorsque le patient souffre d'une envie de consommer qu'il veut combattre. Il appuie donc sur ce bouton envie, et la première question qu'on va lui poser pour pouvoir répondre à son envie, c'est quelle est l'intensité de ce craving. Ensuite, on va l'aider à définir le contexte situationnel et émotionnel de cette envie. On va aussi lui demander de rentrer quelques pensées qui permettent de décrire de façon plus qualitative, plus précise, son état d'esprit. Grâce à ces données-là, cette intensité, ce contexte, cette situation, Phoenix va pouvoir proposer des stratégies qui permettent de passer outre ce craving. Parce que cette envie très forte de consommer, prouvée par la recherche, elle dure 20 à 30 minutes. Si on arrive à passer ces 20 à 30 minutes, qui sont très dures pour se contrôler soi-même, le craving passe et on reste en contrôle de soi-même pour quelques temps, quelques heures. Mais on ne s'arrête pas là. Vu que ce craving s'arrête au bout de 20 à 30 minutes, l'application va envoyer à la fin de ce temps imparti une petite notification à l'utilisateur. Comment vous sentez-vous? La réponse à cette notification, qui va être ce que j'ai consommé ou pas, va permettre d'améliorer l'application. Parce qu'on sait que si une stratégie dans un contexte lui a permis de ne pas consommer, elle est bonne, on va lui reproposer. A l'inverse, si la stratégie n'est pas bonne dans un contexte, on va essayer de lui proposer d'autres solutions, d'autres pistes, d'autres choses à faire. L'application peut aussi s'utiliser en dehors de ces moments difficiles, avec tout un profil qui permet de constater ses progrès, son évolution, un ensemble de badges qui permettent de marquer les progrès, mais aussi une sorte de carnet d'adresses avec des contacts à appeler, que ce soit la famille, des amis ou des soignants. Mais surtout, cette application est inclue dans une relation thérapeutique. Aujourd'hui, au centre hospitalier Sainte-Anne, ce sont les soignants du service d'électologie qui la proposent aux patients qui arrivent dans leur service. Si les patients acceptent d'utiliser cette application, alors lorsqu'ils ont des cravings, ils utilisent l'application pour les convaincre, et lorsqu'ils reviennent en consultation, ils disposent d'un nouvel outil pour discuter avec le soignant. D'ailleurs, le soignant dispose d'un accès à une interface web sur Internet qui lui permet de consulter le profil du patient, voir en temps réel les envies, les stratégies qui ne marchent pas, les situations, et pouvoir ainsi affiner la stratégie thérapeutique. Alors, quels étaient les bénéfices attendus dès le départ par Phoenix? L'idée, c'était de pouvoir donner un accès facilité à des soins spécifiques pour des patients qu'on ne voit pas forcément toutes les semaines en consultation, et donc pouvoir en tout cas leur apporter un soignant dans la poche. Et puis l'idée, dans un second temps, c'est quand même on se dit que s'il y a moins de craving, il y aura moins de rechutes. Du côté des soignants, clairement, on trouve que ça améliore notre prise en charge, dans le sens où on a accès à un profil avec les données des patients, ce qui nous permet de travailler directement en consultation les situations qui n'ont pas fonctionné, d'être plus efficace en fait pour travailler ces situations-là. Et ça permet bien sûr la collecte de... Alors ce projet, il a réussi à se monter grâce à une grande collaboration entre des professionnels de la santé, infirmiers, psychologues, psychiatres, cadres de santé, et responsables de l'innovation ou de la recherche, mais aussi des professionnels et spécialistes de la technique, du numérique. Moi, côté développement, M. Ronan Paulin au design et à l'ergonomie, mais aussi de nombreux acteurs, comme par exemple Télécom Paritech, qui nous a aidés sur l'apprentissage automatique. Donc ça, c'était l'émergence du projet. Ensuite, comment réussir à mettre en œuvre tout ça, à l'exploiter, à être juridiquement correct? Là, c'est en allant s'accompagner de la CNIL, qui s'occupe des droits numériques de tous les citoyens français, la Haute Autorité de Santé qui définit les cadres réglementaires et les bonnes pratiques, et bien sûr, les institutions, le centre hospitalier Sainte-Anne notamment. Et finalement, troisième étape pour nous, la recherche, via le centre de recherche clinique de Sainte-Anne, que nous allons vous présenter un peu plus tard. Alors, ce qu'on a voulu, c'est que rapidement, dès que la Phoenix a été mis en place, qu'on puisse le faire essayer à nos patients pour avoir des retours très rapides et pouvoir adapter l'application en fait, à ses premiers retours patients. Donc en fait, l'été 2017, on a monté une petite étude pilote dans notre service où tous les patients, en fait, nouveaux patients qui venaient dans notre service pouvaient disposer de ce dispositif. Alors, de manière assez intéressante, on s'attendait à ce que ce soit plutôt des patients qui ont un trouble de l'usage de tabac ou d'alcool qui l'utilisent, et on s'est rendu compte que beaucoup de patients avec des troubles de l'usage de la cannabis, même de cocaïne et de crack, avaient utilisé cette application.
avec une bonne satisfaction en fait, concernant la prise en charge et une bonne observance de cet outil, puisqu'on voyait que plus de 75% des patients ont utilisé le dispositif plus de 3 mois. Donc c'était vraiment un accompagnement en fait, avec le suivi. Alors on peut se poser la question de après, donc, après ces essais-là. Donc on a déposé un protocole de recherche auprès du ministère, et donc nous venons d'avoir le financement, donc on va pouvoir monter une étude multicentrique en fait, pour montrer l'efficacité de cette application smartphone sur la prise en charge infirmière du CRAVIM. Comme vous l'avez compris, c'est un outil pour soignants, et on voudrait que ce ne soit pas que les médecins qui l'utilisent, mais l'ensemble des soignants qui font partie d'un centre de consultation, et donc on a souhaité que ce soit paramédical. Et donc c'est une étude qui va démarrer à la rentrée sur plusieurs centres, sur Saint-Aine bien sûr, et sur Nantes et Amiens. Et après encore. Donc là, 3 années de travail bénévole, motivé. La question étant maintenant, comment est-ce que, je vais sourire, pas juste on devient riche, parce qu'on n'a pas travaillé 3 ans pour la santé publique pour devenir riche, mais surtout, comment est-ce qu'on fait pour que le souffle ne s'arrête pas, que l'application qui existe, elle soit améliorée, peut-être qu'on amène des nouvelles personnes sur le projet qui permettent d'étendre géographiquement, d'étendre dans les fonctionnalités, de tout améliorer, de tout étendre. Là aussi encore, il faut s'entourer. En ce moment, par exemple, un axe intéressant, surtout au niveau du privé et public, ce sont les sociétés d'accélération de transfert de technologie. Ce sont des organismes de l'État qui viennent financer des projets issus de la recherche scientifique pour essayer de les amener dans un milieu plus commercial qui permette au projet de prospérer. Nous vous remercions. Merci de votre attention. Alors, le virtuel à la rescousse de la santé mentale, comment planifier son quotidien dans une ville virtuelle. Alors, ça marche pas. Ah, si. Voilà. Alors, tout d'abord, décidément, voilà. Alors, tout d'abord, je voudrais plus largement vous parler de ce qu'est la remédiation cognitive, puisqu'il s'agit de ça, et qui va être décliné sur un support de réalité virtuelle. La remédiation cognitive est une technique qui vise à réduire un déficit cognitif pour un bénéfice qui peut être clinique, mais qui vise surtout à une bonne insertion sociale et une amélioration de la qualité de vie. Et donc, on a beaucoup de programmes à notre disposition, mais il y a peu de choses finalement qui existent pour des personnes qui sont encore plus institutionnalisées ou qui ont du mal à sortir et à s'orienter vers l'extérieur. Et donc, si le monde extérieur est devenu lointain et menaçant pour certains patients, il convient de le rendre proche et moins générateur de stress. Et la réalité virtuelle offre un moyen de simulation des activités du quotidien, où ça sert aussi à évaluer les capacités des personnes qui ont un handicap psychique et qui n'arrivent plus à se projeter vers l'extérieur. Et actuellement, dans le domaine de réalité virtuelle et du handicap psychique, il y a peu de méthodes qui font appel qu'à la réalité virtuelle. Donc là, c'est surtout des méthodes actuellement qui utilisent la réalité virtuelle plutôt pour des évaluations, pour évaluer certaines capacités. Là, il va s'agir en fait de planifier son quotidien dans une ville virtuelle. Et on a intitulé ce jeu le jeu Mathurin parce qu'on a commencé à l'utiliser rue Mathurin-Régnier dans notre ancien centre médico-psychologique. Et c'est quelque chose, une ville virtuelle, qui a été créée avec le laboratoire Mémoire et Cognition du professeur Pascal Piolino et Éric Auriol comme développeur. Il s'agit en fait d'une ville avec maintenant plusieurs quartiers, dont un quartier des affaires, un quartier des commerces, un quartier culturel, et les personnes
vont tenter de planifier leur quotidien dans cette réalité. Alors nous n'utilisons pas la réalité augmentée avec un casque, nous utilisons un programme en groupe pour que justement ces personnes puissent être en groupe et échanger pour qu'il y ait un véritable esprit d'émulation et des interactions sociales. Et en même temps, c'est un programme qui marche aussi en même temps avec une horloge où on essaie de chronométrer aussi, en tout cas de donner une impression d'écoulement du temps. Et les personnes qui vont participer à ce programme ont en même temps un plan en 2 dimensions et on va leur apprendre à switcher d'un plan de 2 dimensions en 3 dimensions. Alors, comment ça se passe en fait? On a, dans un premier temps, c'est un binôme, soit de 2 infirmières, soit infirmières psychologues ou ergo, qui vont répertorier auprès du groupe de patients les difficultés qu'ils ont à planifier leur vie quotidienne. Par exemple, une personne va nous dire « mais quand je rentre dans une boulangerie et que je vois qu'il y a la queue, je reviens chez moi et tant pis, je me passe d'acheter du pain ». Beaucoup de patients, en fait, ont des difficultés lorsqu'il s'agit comme ça de planifier leur quotidien, des difficultés pour aller au supermarché, pour faire des courses, pour se faire à manger, etc. Et donc, une fois que le binôme répertorie dans le groupe les principales difficultés qui ont été énoncées, et en même temps que dans les 2 premières séances, les personnes se familiarisent avec le joystick et la ville, on définit un quartier où ils auront envie d'aller, et ensuite, elles préparent des scripts d'action complexes que les personnes, chacune à leur tour, en prenant le joystick, vont jouer dans ce quartier, avec un certain nombre d'actions à exécuter. Et les autres personnes du groupe vont aider en fournissant des stratégies pour essayer de réaliser ces actions complexes. À l'issue des sessions, il y a des tâches à domicile qui peuvent être suggérées si des personnes veulent essayer d'approfondir tout ça. Il y a 15 séances à la fin du programme, il y a un questionnaire de satisfaction et un questionnaire du ressenti subjectif des personnes. Voici un plan des quartiers, des 4 quartiers, donc c'est assez compliqué et les personnes doivent d'abord essayer de se retrouver en 2D et en 3D. À la fin du programme, on va travailler sur le plan de Paris directement et on va tenter de switcher vers la réalité quotidienne. On a aussi maintenant un module avec l'appartement et on l'a en version propre et en version salle pour que les personnes puissent déterminer par quoi ils vont commencer, comment ils vont gérer le nettoyage de l'appartement, si par exemple ils doivent recevoir des amis ou s'ils doivent rendre pour une raison X ou Y l'appartement propre, par exemple avant de partir en vacances. On a aussi un module supermarché avec une poissonnerie, avec aussi un magasin de prêt-à-porter, une boulangerie, avec même une certaine interaction avec des avatars. Sur une étude pilote, on a vu sur peu de sujets que des personnes avec schizophrénie ont été améliorées cliniquement pour l'autonomie et surtout pour l'item présentation et relations sociales, pour le bien-être physique, au niveau également de l'attention et de la mémoire de travail, de la mémoire rétrospective et prospective, c'est-à-dire la capacité à se projeter dans le futur, et également sur le sentiment d'être efficient. Au niveau des données qualitatives, les personnes qu'on avait ont mis en avant une meilleure organisation, une meilleure planification de leur vie, un enrichissement des interactions sociales, plus de confiance en soi, et aussi ont souhaité après entamer des programmes de remédiation plus complexes avec un projet
projet d'orientation vers l'extérieur qu'elle n'avait plus. Et au niveau des gestes de la vie quotidienne, certains ont commencé à trier leurs courriers, ont plus appris à ranger leur maison, ont repris des dossiers Pôle emploi qui étaient bloqués depuis pas mal de temps et éventuellement se sont inscrits après à des cours ou à des formations. Donc on a considéré que c'était un véritable tremplin pour de la réhabilitation. On a même eu un patient qui a entrepris de son propre chef d'écrire un article sur ce que lui avait apporté le programme pour une revue de santé mentale, le programme conjugué avec les activités qu'il faisait par ailleurs au centre d'activité thérapeutique. Il faut rappeler que ce programme ne se fait pas tout seul. Nous sommes toujours dans un dispositif intégratif de soins où il y a en même temps, en conjugué ou en combiné, suivant le profil de la personne, l'éducation thérapeutique, la prise en charge des familles avec le programme Pro-Famille, l'activité physique adaptée. Parfois, nous commençons des parcours de réhabilitation avec l'activité physique adaptée et à chaque fois, ça jalonne, ce programme est un des points de jalonnement d'un parcours vers l'empowerment et le rétablissement et vers le saut vers des structures d'insertion dans la vie. Donc, en conclusion, l'apport du numérique permet de créer des univers virtuels non générateurs de stress. C'est un outil intégré à l'ensemble des thérapies psychosociales. Ça aborde les difficultés du patient dans son quotidien et en prise avec l'environnement pour faire passer vers l'empowerment et le rétablissement. Et depuis janvier, ces thérapies sont devenues une priorité en santé mentale. Alors, avant de passer un petit film, je voudrais rappeler que notre structure comporte 2 services adultes et le service de Catherine Doyen, donc pour les enfants, et qu'on reçoit le soutien de la Fondation Pierre de Necker. Je voudrais aussi dire que ce programme de réalité virtuelle a reçu le soutien d'un PHRC et est en train maintenant d'être validé sur de nombreux services du GHU et sur d'autres centres. On va peut-être passer le petit film maintenant. C'est un film donc qui dure 3 minutes où en fait vous avez un scénario complexe qui est le fait d'avoir à gérer l'anniversaire de quelqu'un. C'est bon? Voilà, c'est cette vidéo-là. Du jeu Mathurin. Et donc, ce que je vous propose, c'est qu'on explore un petit peu cette ville, qu'on fasse un peu connaissance avec cette ville et qu'on s'approprie aussi le joystick. Donc, Colombe, est-ce que vous voulez bien prendre le joystick et puis commencer un peu à naviguer et découvrir un petit peu qu'est-ce qui constitue cette ville? Donc là, ça va vite. Alors voilà, prenez votre temps, hein. L'objectif c'est pas forcément d'aller vite. Donc, compliqué. Mais bon. D'abord de déposer la copie d'imposition pour la CAF, pour renouveler son volet administratif. Alors là, c'est la caisse automatique. Hein. On retire de l'argent. Donc à chaque fois, les personnes doivent énumérer tout ce qu'elles doivent faire, comment elles doivent planifier tout, en sortant de leur domicile.
chacun a un domicile qui lui est attribué. Donc, il y a les noms des rues, ils doivent s'orienter dans les rues et le quartier. Et là, ils vont chercher le gâteau d'anniversaire à la boulangerie et normalement, il y a un boulanger qui interagit. Choisir et acheter le cadeau à la FNAC. La FNAC va acheter le cadeau. Alors, ces scripts d'action sont sous-tendus par des modèles de neuropsychologie et il y a des exercices de neuropsychologie réservés à billets de train à la gare pour des vacances prochaines chez des amis en Provence. Vous avez aussi un univers sonore. Allez faire votre prise de sang mensuelle au laboratoire pour les personnes qui ont un traitement comme la clozapine, par exemple, qui nécessite des prises de sang mensuelles. Déposer les courses chez votre sœur, oui, parce que c'est l'anniversaire de la nièce, et déjeuner en famille. Alors parfois, il y a aussi des événements surprenants, par exemple des caisses qui sont disposées devant l'entrée d'un immeuble alors qu'on avait décidé de rentrer dans cet immeuble. Mettre le linge à laver électrique. Donc, on a essayé de concentrer toutes les activités qui sont importantes pour une personne qui est soignée. Promenade digestive au parc en famille, ça c'est après l'anniversaire. Donc il y a plusieurs animaux, il y a un chien qui menace. Je vous remercie pour votre attention. Maintenant, Madame Laurence Martin, qui est blogueuse. Bonjour. Donc, qui a mis le blog Schizo, en fait. Je crois que c'est un blog que vous avez créé en 2012, c'est ça? Non, encore avant. Enfin, il est sur WordPress depuis 2012, mais il était sur une autre plateforme. Donc ça fait 11 ans. D'accord. Qu'est-ce qui vous a amené à créer ce blog, en fait? À l'époque, donc, j'écrivais pas mal quand j'étais malade, j'avais un journal. Et à l'époque, c'était un peu après le double meurtre de Pau. On entendait beaucoup de choses dans les médias sur la schizophrénie, c'était très stigmatisé. Donc, dès qu'il y avait un patient qui faisait une sortie non autorisée d'un hôpital, ça passait au JT en une, comme si tout d'un coup, il y avait des schizophrènes avec des couteaux entre les mains à tous les coins de rue. Et donc je me sentais un peu complice de ça en ne disant rien, parce que dans mon entourage, personne ne connaissait mon diagnostic. Les gens savaient que j'avais des problèmes de santé mentale, mais à mon travail non, mais dans mon entourage oui, mais ils ne connaissaient pas mon diagnostic. Et donc j'avais envie de montrer un peu une autre vision des choses, de montrer ce qui se passait dans la tête de quelqu'un qui était schizophrène, de montrer qu'on n'était pas forcément dangereux. Voilà. D'accord. Est-ce que vous pensez d'avoir créé cet espace vous a aidé, d'une part, vous avez répondu peut-être pour échanger avec votre famille, avec vos proches de votre famille? Oui, parce que ça a été un premier pas vers le coming out, on va dire. D'abord, ça a été le blog, donc ça a été une façon de l'assumer, même si c'était anonyme. Et puis après, avec ce blog, j'ai pu
j'ai pu en parler plus facilement aux gens parce que j'avais vu que j'avais pas forcément des réactions négatives sur Internet. Donc je me suis dit, ben voilà, je peux en parler aux gens et s'ils me posent des questions ou quoi, je peux aussi les renvoyer vers le blog. C'est vrai que ça a permis à certaines personnes de mieux me comprendre. J'ai une amie qui m'a dit, mais j'imaginais pas que tu avais traversé tout ça. Voilà, j'ai lu ton blog. D'accord. Pourquoi est-ce que vous avez choisi le blog pour vous exprimer? Je sais que vous avez un compte Twitter aussi. Oui. À l'époque, il n'y avait pas encore Twitter. C'est pas faux. Il n'y avait pas encore, j'étais pas encore sur Facebook non plus. C'était un peu avant. À l'époque, il y avait des sites où il y avait des blogs. Il n'y avait pas grand-chose d'autre. Donc le blog, ça permet plus d'échanger et puis de l'alimenter régulièrement. Et puis c'est bien pour les gens comme moi qui ne sont pas très doués en informatique parce que je ne suis pas capable de faire un site. Et un blog, c'est facile. D'accord. Quelles ont été les réactions à vos posts, des encouragements? Quels ont été les échanges? Il y a eu aussi des soignants peut-être qui vous ont... Oui, il y a pas mal de soignants qui me lisent aussi. Oui, j'ai eu pas mal d'encouragements. On m'a déjà dit que... une étudiante m'a dit j'apprends des choses que j'apprends pas au cours grâce à toi, ou une qui m'a dit ça me permet d'être une meilleure soignante. Donc ça, c'est des choses qui sont très valorisantes pour moi quand on me dit ça. Donc ça m'encourage à continuer. D'accord. Est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous conseillerez pour des patients ou des professionnels pour créer des espaces d'échange, peut-être de nouvelles zones d'empowerment d'ailleurs, qui se révèlent avec les nouvelles technologies, et quels conseils vous pourrez donner pour d'autres patients ou professionnels sur les échanges et mettre en place ce type d'outils? Je connais pas bien les nouveaux outils, style Discord et tout ça, donc je sais pas, mais pour échanger, c'est plus facile. Il y a plus d'échanges maintenant sur Twitter ou sur Facebook, mais principalement sur Twitter que sur les blogs. Donc oui, Twitter c'est pas mal parce que c'est vrai qu'il y a une communauté, il y a beaucoup d'usagers sur Twitter, il y a beaucoup de soignants, donc il y a moyen de se retrouver là-dessus pour discuter. Très bien. Est-ce que, au début, je crois que dans votre témoignage sur votre blog, vous étiez anonyme en fait. Est-ce que vous proposeriez de rester plutôt anonyme ou alors de connaître leur identité, Ça, c'est un peu à chacun de voir ce qu'il est prêt à faire aussi et ce qu'il est prêt à... Je veux dire, moi, j'avais une période dans ma vie où j'étais pas prête à lever mon anonymat. Maintenant que je l'ai fait, ça me pose pas de problème et c'est même plus facile, je veux dire, dans ma vie que de vivre vivre dans le secret. C'est assez lourd à force, donc maintenant c'est difficile de dire à quelqu'un oui vas-y, tout dépend aussi de son entourage. Tout le monde n'a pas un entourage bienveillant. Voilà, moi j'ai eu la chance d'avoir un entourage bienveillant, que ce soit au travail ou sur internet. J'ai jamais eu de gros problèmes. J'ai bloqué 2 personnes en 11 ans, donc je pense que c'est pas... mais c'est sûr que si on a les moyens de le faire, lever l'anonymat c'est bien parce que c'est donner un visage donner une voix, donner un visage à quelqu'un qui n'est plus seulement une maladie. Donc oui, si on peut le faire, c'est bien. D'accord. Et vous avez parlé, parce que moi je me suis posé la question sur, on parle beaucoup de trolls, de choses, et ça c'est une grosse partie du temps, puisque vous avez beaucoup de visiteurs, environ 200 vues par jour. Pour l'instant c'est plutôt 400-500, ouais. Voilà. Ça dépend. Ça dépend des périodes. Oui. Ah pardon, le micro. L'espace de modération en fait, est-ce que c'est des éléments importants pour vous que ce soit... Non, en fait il n'y a pas de modération a priori, donc voilà, les gens peuvent... J'ai pas tant de commentaires que ça, j'en ai plus, ce que je disais, j'en ai plus sur Twitter ou sur Facebook, et j'ai pas de gens malveillants en général, j'ai de la chance peut-être, mais voilà, j'ai pas de trolls. Oui, j'en ai eu 2 en 11 ans, mais c'est peut-être pas vraiment des trolls, c'est plutôt des gens un peu lourds plus qu'autre chose. Mais... des gros lourds, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Un peu harceleur, voilà. Mais non, ça me demande pas un gros travail, la modération.
D'accord. J'avais une question aussi sur la place des soins sous contrainte en fait dans votre blog. Est-ce que ça a été un débat complexe, légitime? Moi je ne l'ai pas vécu, donc, mais on en parle un peu parce que c'est vrai que c'est pas à l'hôpital pendant qu'on est hospitalisé, que ce soit sous contrainte ou pas sous contrainte d'ailleurs, qu'on va commencer à se plaindre parce que c'est pas l'endroit en général si on veut se faire bien voir ou si on veut rester tranquille ou si on veut sortir rapidement. C'est pas le moment d'afficher ses doléances. Donc c'est sûr que voilà, Internet est un outil pour après pouvoir parler, dire ce qu'on a vécu, apporter une autre vision des choses aussi. Parce que par exemple j'en parlais avec mon ancienne psychiatre qui me disait mais les patients qui vont à l'isolement après ils sont contents. Je lui dis évidemment ils vont pas vous dire le contraire, ils veulent sortir. Elle me dit ah bon et voilà, donc il y a sur internet après les gens ils disent oui j'ai dit que j'étais content mais en fait j'étais pas content du tout, donc donc ça c'est des choses on peut se réapproprier la parole en fait. Donc oui, pour la question des soins sous contrainte, ça peut être important, oui. J'avais une autre question aussi, parce que j'avais eu des collègues de Lille, notamment sur l'expérience Psylab, et un peu avoir votre retour sur Psylab, ce que font nos collègues de Lille, en fait, oui. Notamment sur la chaîne YouTube, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'ils animent sur la psychiatrie. Que moi je trouve assez intéressante, mais c'est un avis personnel, je vous invite à oui, moi je la trouve intéressante aussi, oui, c'est intéressant et ils déstigmatisent les troubles, donc c'est pas mal, et puis c'est très suivi en plus, oui, non, c'est intéressant. Comment vous imaginez l'avenir de tout ce que vous avez mis en place, que ce soit sur Twitter, Facebook, le blog, etc., pour aller peut-être travailler avec les soignants et améliorer la prise en charge ou l'expérience, si je peux m'exprimer ainsi, patient? Déjà, ça m'a permis, par exemple, d'être ici, le blog, ça m'a permis de faire plusieurs conférences, plusieurs interventions dans des colloques, donc voilà, ça permet aussi un lien vers la vie réelle. Là, je suis allée à un cours à Paris 8, par exemple, il n'y a pas longtemps. Donc voilà, ça permet d'aller à la rencontre dans la vie réelle aussi de soignants, ce que je n'aurais pas pu faire si j'avais pas le blog, si j'avais pas fait le pas de commencer à raconter des choses sur Internet, quoi. D'accord.